Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24, ici au Rwanda, d'où nous émettons en direct pour la seconde partie de cette émission. Émission qui aborde aujourd'hui, qui passe à la loupe l'agenda 2063 de l'Union africaine et également qui pose la question sur le financement de l'Afrique, de l'Union africaine. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Alors nos invités sur ce plateau ont essayé quand même quelques approches de solutions, notamment d'abord par rapport à la construction de cet agenda-là. Nous sommes avec qui? Nous sommes avec M. Aurélien Agbenossi, qui est ministre des Affaires étrangères de la République du Bénin. Monsieur le ministre, merci d'être toujours en notre compagnie. Également avec nous, M. Adama Ekbeg Koulibaly, qui est économiste en chef chargé de l'agriculture aux Nations Unies. M. Koulibaly, merci d'être toujours en notre compagnie. Et également avec d'éminents confrères, M. Keïta, qui est toujours avec nous, et M. Azebazé, merci beaucoup d'être toujours en notre compagnie. On va poser la question par rapport au financement cette fois-ci. Alors, comment se fait-il que depuis la nuit des temps, l'Union africaine qui a été créée depuis plus de 50 ans est encore financée en majorité par des bailleurs de fonds étrangers? Je pose la question à M. le ministre. Je crois, M. Boton, ce qui se passe, c'est qu'il y a une prise de conscience au niveau de tout peuple. Vient un moment où les modes d'opération nous interpellent et nous amènent à prendre des responsabilités différentes. Moi, j'ai eu le sentiment hier d'avoir participé à un moment historique. Un moment historique parce que des chefs d'État africains qui ont organisé d'abord une retraite avant l'ouverture du sommet aujourd'hui, ont pris connaissance du rapport élaboré par Donald Kaberuka, l'ancien président de la BAD, avec l'appui de Carlos Lopez de la CEA, tous des fils africains, et un autre frère africain du secteur privé, pour dire une union qui ne se suffit pas à elle-même, qui ne peut pas financer son fonctionnement, ne peut pas être la force motrice dans le développement et le relèvement de l'Afrique. Et ça, c'est une chose importante. On a fonctionné peut-être sous des schémas qui sont des schémas d'aide où l'on tend la main, mais je crois qu'il y a de plus en plus une nouvelle génération de dirigeants africains. Et même dans les anciens dirigeants, il y a une conscience nouvelle disant « nous ne pouvons pas rester à la merci de ceux qui nous donnent ». Nous n'avons rien contre l'assistance. Mais ce que nous voulons faire, c'est que pour une institution aussi stratégique que l'Union africaine, il est important d'imaginer des mécanismes qui nous permettent de la faire fonctionner sans avoir recours à nos partenaires qui, je crois, le moment est venu de leur dire « vous pouvez nous appuyer dans les programmes, vous pouvez nous appuyer dans d'autres choses, mais pour faire fonctionner notre union, pour assumer nos responsabilités, nous avons besoin de prendre nos responsabilités et de faire recours à nos propres ressources. » Et c'est ce qui a été décidé hier. Et je crois que c'est un moment historique qu'il faut saluer et un moment qui, pour moi, traduit une prise de conscience. C'est une rupture, je pense, dans le mode de pensée et dans le mode opératoire au niveau du continent. Permettez-moi toujours de revenir à la base en nous demandant comment les unions sous-régionales sont financées aujourd'hui. Je me suis intéressé au cas de la CEDEAO, par exemple, où j'ai constaté qu'on a essayé, à un moment donné, de dire que chaque État paye quelque chose. Mais le constat est que les États ne sont pas pressés d'être à jour dans leur paiement. Et puis certains pays qui, plus ou moins, essaient d'être assez réguliers, disent n'ont pas continué à porter le fardeau tout seuls. Est-ce que c'est parce que les États qui sont pas à jour là n'en ont pas les moyens ou bien c'est toujours la volonté qui manque, M. Keïta? Oui, je pense qu'il y a une question de volonté. Nous avons des économies qui sont fragiles, des économies nationales qui sont fragiles. Mais je pense que quand on s'est engagé à promouvoir quelque chose, quand on s'engage à faire prévaloir une institution, il est tout à fait indéniable pour le pays de respecter ses engagements et de payer ses cotisations. Parfois, ces pays ont des difficultés économiques. Parfois, il y a beaucoup de tendances à résoudre. Il y a des tendances qui demandent à certains pays ou à certains dirigeants de s'orienter vers ce qui est essentiel, vers l'agriculture, vers l'économie. On se dit, bon, voilà, la CEDEAO ou bien cette institution, on laisse comme telle, la prochaine fois, je vais payer. Et cela met le pays en panne et dans les grandes conférences, si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas prendre la parole. Et je pense que cela est dû à la fragilité de nos économies et il est important de renforcer nos économies d'abord locales et en cela et parallèlement respecter ces engagements avec ces institutions que nous mettons en place. Mais je vais aussi mentionner ceux qui payent gros. Quand je prends le cas de la CEDEAO, nous sommes en face de nous, le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Et il me semble que le Nigeria était le grand payeur. Le grand contributeur. Donc, le pays qui paye plus, il a tendance à avoir une certaine hégémonie sur les autres pays, à prendre des décisions. Et toutes les décisions qui sont prises à ce niveau-là
passe par ce pays-là, et si le pays met son veto, et parfois on n'avance pas. Quels que soient les problèmes, je pense que nos pays doivent respecter leur engagement, payer leurs cotisations à ces institutions-là. Et bon, il faut aussi trouver des modus vivendi. Si un pays n'a pas la possibilité de payer cette année ou bien pendant les 6 prochains mois sa cotisation, vous trouvez des facilités pour ces pays-là afin qu'ils puissent payer. Mais une fois encore, pour la mise en place de ce programme, le ministre des Affaires étrangères du Bénin parlait tout à l'heure de responsabilités. Ces responsabilités existent au niveau de nos dirigeants en Afrique de l'Ouest et ailleurs, mais il faut que nous renforcions nos économies. Tant qu'elles sont fragiles, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas trouver de mécanismes endogènes, autochtones, pour pouvoir nous en sortir et faire face à ces institutions-là. Je parle sous le contrôle du ministre des Affaires étrangères. J'ai eu dire que le chef d'État nigérien, ayant constaté que certains États ne sont pas à jour, aurait tapé du poing sur la table en menaçant de ne pas continuer à payer aussi, parce qu'il faudrait que la bonne volonté se manifeste au niveau de tout le monde. Les plus grands contributeurs au niveau de la CEDEAO, c'est le Nigeria, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, d'autres pays aussi. Mais quand on n'a pas réussi à contribuer au niveau sous-régional et on vous demande maintenant de contribuer peut-être au niveau régional, est-ce que la chose est aisée à faire, M. Coulibaly? Je voulais préciser, excusez-moi, cher confrère, je voulais préciser qu'au sein même de l'Union africaine, il y a des pays qui payent gros. Et ces pays-là, on la voit, ici, ils ont la voix, ils prennent des décisions. Je ne sais pas s'ils imposent. Ça, c'était hier, parce que les choses ont beaucoup évolué depuis la chute du guide Mohamed Kadhafi. Les choses ont beaucoup évolué. Donc, je reviens à ma question. C'est la crainte. Enfin. Oui, je reviens à ma question, M. Coulibaly. Quand les États, déjà, au niveau sous-régional, n'arrivent pas à être à jour par rapport aux contributions, et désormais, peut-être qu'on trouvera d'autres moyens de financement de l'Union africaine, mais il va falloir que les États quand même mettent un peu la main à la poche. Quand on n'a pas fait au petit niveau, est-ce qu'on peut faire au niveau moyen ou bien au grand niveau? Merci Babylone. D'abord, je voudrais dire qu'il faut d'abord, sur la question vraiment aujourd'hui du financement, le financement du développement, comme vous le savez, c'est vraiment extrêmement important pour nous de d'abord nous dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons des moyens ou nous n'avons pas de moyens? Je dirais que, d'abord, l'Afrique a suffisamment de moyens. Et ce n'est pas une question, il faut voir la chose de façon plus large. Ce n'est pas une question vraiment de qui paye plus ou qui paye moins, ou bien quels sont ceux qui payent ou ceux qui ne payent pas. C'est de vraiment regarder cette question par rapport à la position, à la situation dans laquelle, aujourd'hui, dans le contexte mondial, l'Afrique se trouve. L'Afrique est le seul continent. Nous avons étudié cela, je veux dire la Commission économique pour l'Afrique en tant que think tank premier du continent. Nous avons étudié de façon précise cette question depuis 1957-58, je vous dis, depuis que Kwame Nkrumah a lancé sur cette idée de Africa must unite, c'est-à-dire l'Afrique doit s'unir. Donc ce n'est pas aujourd'hui, c'est depuis 1957 que l'idéal ou cette orientation panafricaniste a été suffisamment mis sur la table et nos chefs de gouvernement doivent vraiment prendre les ressources et y répondre. Donc, pour ce qui est des ressources, je vous dis par exemple, l'Afrique dispose de près de 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars, je vous dis, en termes de revenus fiscaux. Ça, c'est très bien établi. L'Afrique a un potentiel de 400 milliards de réserves internationales. L'Afrique a un potentiel, je dirais même pas potentiel, de 40 milliards aujourd'hui de revenus venant de la diaspora. L'Afrique a près de 1,2 trillion de capitalisation boursière. Donc, ce n'est pas une question de ressources. Ce n'est pas une question de ressources. C'est d'abord une question... Je ne suis pas trop d'accord avec vous. En tout cas, il y a un problème de ressources qui se pose quand même. Non, ce n'est pas une question de ressources. Il y a deux éléments. Dans un premier temps, même lorsque vous avez $1 que vous voulez investir, vous devez dire, je vais investir ce dollar, le retour d'investissement, ce serait quoi exactement? Donc, on n'investit pas pour investir, même quand on a des ressources. Donc, aujourd'hui, les moyens de mise en œuvre du plan 2063, je vous le dis, c'est d'abord regarder l'appropriation de l'agenda 2063. Ensuite, nous regardons de très près la question du leadership. Il faut que le leadership africain
met en premier lieu cette décision, cette question de mobiliser les ressources que nous avons, au lieu de d'abord regarder en dehors ce que va venir de l'extérieur, nous devons en premier lieu mobiliser nos ressources. Je vous donne un exemple très concret déjà. Au niveau d'abord du secteur, le secteur agricole qui est le secteur pivot, le secteur prioritaire, on en parle, mais il n'y a pas véritablement un engagement ferme des États. Il y a seulement 10 États sur 54 qui ont honoré l'engagement d'allouer 10% du budget national à l'agriculture. Donc, c'est pour vous dire que, dans un premier temps, sur ce dont on s'est engagé, sur ce dont on a décidé de concrétiser, il faut d'abord faire en sorte que ce dont sur lequel les chefs d'État ou les chefs de gouvernement se sont engagés, faire en sorte que nous mettons en œuvre ce dont sur lequel nous sommes engagés. Donc, pour moi, ce n'est pas une question de ressources, mais c'est une question d'abord d'appropriation. Nous devons nous approprier le plan 2063. Ensuite, notre leadership doit prendre ses responsabilités, mettre les moyens de mise en œuvre, parce que nous disposons de suffisamment de ressources internes pour pouvoir vraiment concrétiser le plan que nous avons dans la main. Je disais tout à l'heure que les téléspectateurs sont bien présents dans cette émission. Je vais donner lecture de quelques-unes de leurs réactions. M. Benoît Diakité dit « L'agenda 2063 est très bien sur le papier, mais la mise en œuvre sera difficile. Nous avons des problèmes pour mettre en œuvre des projets déjà à la base. » M. Wad Hostel dit « Les défis de l'agenda 2063 sont la domestication d'engagements continentaux et la vulgarisation de cet agenda. M. Ali Nakadi, le comportement raciste et discriminatoire de l'Égypte ne promeut pas la vision de l'agenda 2063 et le panafricanisme. Et pourtant l'Égypte dont on parle là fait partie quand même, bien fait partie des plus gros contributeurs de l'Union africaine. Donc, il va falloir trouver un autre financement. Mais avant d'avancer, je vais demander à M. Azebazé, quand on voit au niveau de la CEDEAO, on a pu identifier quand même un certain nombre de mécanismes pour pouvoir financer la CEDEAO. Mais le plus étonnant, c'est que les gouvernants ont mis en place quand même le mécanisme au niveau local de collecter ces ressources-là. Mais je suis quand même étonné que l'on collecte ces ressources-là, mais et pourtant on ne soit pas à jour dans la contribution. Est-ce que ça vous étonne? Je ne sais pas si le pays que représente le ministre des Affaires étrangères ici est à jour par rapport à cela. Et on va lui poser la question tout à l'heure. Oui, monsieur Azebazé. On revient au cœur de la notion de la responsabilité, y compris au niveau le plus élevé de nos États. C'est-à-dire, tout à l'heure, lorsqu'on a commencé cette discussion, on s'étonnait de ce que des engagements pris au niveau africain, notamment par la signature et la ratification d'un certain nombre d'instruments juridiques et de textes, ne soient pas souvent traduits en termes d'implémentation ou d'application dans les pays. On est là sur les questions financières. Vous prenez l'exemple de la CEDEAO pour bien montrer que même lorsque les ressources sont collectées, la décision de les transférer à l'instance sous-régionale appartient à un gouvernement. Puisque je constate qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup évolué sur les théories fiscales. Le principe de l'unicité des caisses fait en sorte que l'État a une seule caisse, il collecte l'argent, même si c'est une taxe qui a été créée pour financer les organisations sous-régionales et régionales. Quand l'argent entre dans le compte public, le compte du trésor public, il faudra bien que l'État veuille le transférer. Si l'État ne le transfère pas, l'organisation sous-régionale ou régionale ne le recevra pas. Ça repose la question. Lui, mon frère de la SEA, de la Commission économique, Koulibaly, a parlé tout à l'heure. Un véritable leadership, c'est celui qui, lorsqu'il a pris un engagement, il l'exécute jusqu'au bout, quel que soit ce que cela puisse lui en coûter sur ces, comment je le dis, c'est ce qu'on peut appeler les intérêts domestiques. Et mon confrère de Guinée le disait tout à l'heure, le fait de rester enfermé sur les petits aspects considérés comme étant relevant de la souveraineté nationale. C'est-à-dire qu'on considère qu'on a pris un engagement international, en tout cas régional, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il s'agit de l'ONU, il s'exécute souvent assez vite. Mais je n'ai jamais compris pourquoi quand il s'agit de l'Afrique,
ils ne le font pas assez. J'infère que le mindset colonial qu'il y a chez un certain nombre de dirigeants n'est pas encore totalement évacué. Et il va être... Et progressivement, on est en train d'y aller. Le ministre disait tout à l'heure qu'il y a une nouvelle génération de dirigeants qui sont déterminés. Il y a, même dans l'ancienne génération, il y en a qui essayent de suivre. Mais il va falloir que la classe dirigeante africaine, notamment politique, qu'elle renouvelle son état d'esprit pour comprendre que les autres ne viendront jamais nous donner quoi que ce soit si cela ne va pas dans leur intérêt. Moi, je m'attendrais à un moment donné à entendre un certain nombre de... En tout cas, l'essentiel des dirigeants africains. Renforcer l'Union africaine parce que ça leur permettra de résister mieux aux pressions d'un certain nombre de puissances qui considèrent qu'ils ont des accords historiques avec nos pays. Et ces accords-là obligent nos États. Moi, je regarde les ressources du sous-sol qui sont une manne extrêmement importante. Mais donc, je ne suis pas sûr que l'essentiel des ressources qu'on en tire profite à l'économie africaine. Nous, on a fait un débat avant-hier où nous disions que qu'est-ce qui empêche les Africains de créer de la valeur ajoutée localement sur les produits africains? Je peux vous répondre? Ben, si vous avez la réponse. Ma réponse, c'est peut-être des chiffres qui vont vous faire mal au cœur. C'est un pays où nous sommes, la Guinée, le premier producteur de bauxite. On se pose souvent cette question avant que je sois né, il y a 55 ans. Je préfère ne pas parler du mien. Ça travaille chez nous, la bauxite part tous les jours, on se pose la question. Donc je disais tout à l'heure ce que je pouvais vous répondre. Ma réponse, c'est des chiffres quand même qui vont vous faire mal au cœur. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, l'Union africaine ne finance que 28% des 522 millions de dollars de son budget de fonctionnement et le reste est financé par des donateurs étrangers. Des donateurs étrangers que sont les États-Unis, l'Union européenne en tête et la Chine, un certain nombre de pays. De toute façon, tout le monde est unanime sur ce plateau qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et l'Union africaine a bien identifié un certain nombre de mécanismes. Avant d'en arriver au mécanisme qui va permettre de pouvoir financer correctement l'Union africaine, je posais une question au ministre des Affaires étrangères du Bénin tout à l'heure en disant quand on a mis en place un mécanisme de pouvoir qui permettent de renflouer les caisses afin de pouvoir financer la CEDEAO, par exemple. Comment se fait que certains pays n'arrivent pas à être à jour? Alors, en commençant, la réponse doit commencer par est-ce que le Bénin est à jour? Le Bénin est à jour et ce que je suis en train de faire sous l'autorité du chef de l'État nouvellement élu, ce que nous essayons de faire, c'est de traquer et de faire un mapping de toutes les institutions où nous avons des engagements. Et nous, d'ici la fin de l'année, il n'y aura plus une seule institution où nous serons en retard de contribution. Parce que c'est d'abord la dignité du pays, c'est le respect que nous voulons que l'on ait pour nous. Et c'est une démarche, vous savez, c'est une démarche de rupture aussi. Hier, le président du Ghana expliquait qu'en ce qui est concerne, parce que vous savez que l'exemple de la CEDEAO et aussi de la CEAC a inspiré l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il y a des prélèvements à la source que chaque pays fait et que normalement, ces prélèvements sont transférés. Et là où vous avez raison, M. Breton, c'est que les pays prélèvent, la Banque centrale a un compte spécial où ces ressources sont là, et un ministre des Finances m'expliquait hier, ce qui se passe, c'est qu'on se dit, on a des contraintes, parce qu'il ne faut pas oublier les pressions qu'il y a sur la trésorerie des pays. On a des contraintes, on se dit, bon, je renvoie au mois prochain, je renvoie dans 2 mois, et finalement, on ne le fait pas. Ce qu'il faut faire, c'est ce que disait le président ghanéen hier, il dit, nous, lorsque nous le faisons, quelles que soient nos contraintes, nous disons, on transfère. C'est ce qui est fait. Donc je crois qu'il faut, c'est une question de leadership, il faut s'engager désormais. D'abord, l'Union africaine n'avait pas ce mécanisme que les commissions régionales avaient. Il n'a pas ce mécanisme de la CEDEAO ni de celui de la CEAC. C'est de faire, et on a dit de faire une taxation, ce n'est pas grand-chose, mais ça donne beaucoup d'argent. C'est 0,02% des importations éligibles. Parce que les intrants agricoles, les produits pour la santé et un certain nombre d'autres produits ne sont pas éligibles. Mais malgré cela, l'étude qui est faite par le groupe de travail dirigé par Donald Kaberuka montre que c'est possible. Alors ce qu'il faut faire, c'est que dès que ces prélèvements seront faits, il faut les affecter directement au fonctionnement de l'Union. Mais les pays ont aussi posé une condition, et c'est la position de mon président. Il veut, sans du tout vouloir donner une leçon à qui que ce soit,
qu'on s'assure que la gestion elle est rigoureuse. Donc nous revisitons les modes opératoires, et c'est ce qu'a dit Mme Zouma hier, on revisite les modes opératoires, on met en place un contrôle financier pour l'adapter aux standards. Il faut que l'Afrique vive sobrement. Il faut qu'elle ne vive pas au-dessus de ses moyens. Il ne faut pas qu'un commissaire à l'Union africaine fonctionne comme le commissaire d'une autre institution. Et c'est ça qui est important. Et le changement qui va arriver, c'est que ces ressources seront là pour financer 3 catégories de choses: le fonctionnement, les programmes et les opérations de maintien de paix. Et à partir du moment où cela sera mis en place, systématiquement, ces ressources qui sont prélevées seront affectées à l'Union. Il s'agit, bien sûr, vous direz que ce sont des hommes qui sont chargés de prendre ces décisions-là. Mais je crois que l'engagement et ce désir de prendre de nouveaux départs par nos dirigeants africains pour le fonctionnement de leur union, je pense qu'il faut le prendre au sérieux et il faut s'assurer que désormais, l'on transfère directement, puisque le prélèvement est fait, on transfère cela au fonctionnement sous la surveillance vigilante, non seulement de ceux qui contrôlent les comptes, mais aussi d'une société civile qui sera informée. Rien n'interdit de mettre les ressources dont on dispose sur un compte, sur un site où les gens regardent. Rien n'interdit, on parle du naming et du shaming, de désigner ceux qui ne payent pas et de dire « mais monsieur, vous n'avez pas payé ». Et je crois que c'est dans cette démarche-là, ces démarches nouvelles, que l'on s'engage. Et moi, je suis assez optimiste sur l'avenir de mon continent. Il faut une rigueur pour que ces choses-là s'appliquent et cela doit s'appliquer. Mais je vais faire mienne la préoccupation que vous avez soulevée tout à l'heure pour excuser quand même ceux-là qui ne sont pas à jour, qui disent qu'il y a des contraintes. Effectivement, on a mobilisé des fonds quelque part qui sont destinés peut-être à la CEDEAO ou bien à l'Union africaine et subitement il y a une catastrophe naturelle qui arrive, une grosse inondation qui a fait une bonne partie du pays. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière réaliste? Est-ce que les États font des fonds de souveraineté dont on voit certains chefs d'État s'approprier de manière... Attention, les fonds de souveraineté ne sont pas destinés à cela. Non, monsieur Bouton, je crois qu'il y a un problème de gestion. Non, il y a un problème grave de gestion des ressources publiques dans nos pays. On ne peut pas continuer à... Je ne parle pas de fonds de souveraineté, mais je veux dire qu'il y a un effort aussi à faire en interne, d'avoir une certaine rigueur dans la gestion de nos ressources. Et je crois que de plus en plus, on va vers cela. Et il faut continuer à aller vers cela. Et ne pas croire qu'on le fait Monsieur simplement pour Coulibaly, contenter les bailleurs de fonds. écoutons l'approche de M. Coulibaly. Oui, ce que je voulais répondre vraiment sur ce que le ministre vient de dire. Oui. Parce qu'au niveau de nous, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, nous suivons de très près, de façon approfondie, le cas de chaque économie. Si je prends le cas de l'économie du Bénin, je dirais que, par exemple, au niveau de l'électricité, le secteur de l'électricité, nous avons étudié et nous avons estimé que déjà, le défaut d'électricité, le défaut de l'électricité dans un pays peut coûter jusqu'à 7 points de croissance. Absolument. En termes de revenu national brut. Et le cas du Bénin est un exemple de cela qui couvre pratiquement, je dirais, 10% de ses besoins en termes de sources internes. Donc, juste en réglant le problème de l'électricité, on peut gagner tout de suite en 10%, en 7,8 points de croissance. La croissance, c'est d'abord faire en sorte qu'on produise de la richesse et on puisse agrandir le gâteau. Et quand le gâteau est plus élargi, nous n'avons qu'un problème en ce moment d'avoir dans ce cadre-là la possibilité de régler plus facilement les questions de paiement, de cotisation, etc. Aujourd'hui, le gâteau que nous avons est très réduit, si je peux. Nous sommes à pratiquement 4% de croissance, où nous devons être à 7% sur le continent en moyenne. Donc, je dirais, à un niveau local déjà, le leadership est d'abord, il y a leadership et leadership. Avec le président Talon, que nous accueillons d'ailleurs l'arrivée, nous n'allons pas attendre 60 ans pour régler le problème de l'électricité. Et le président Talon vient de le faire. Il a mis en priorité avec son ministre de l'énergie que le problème de l'énergie soit réglé d'ici la fin de l'année. Absolument. D'ici la fin de l'année. Nous attendons encore l'électricité. Oui, ce n'est pas encore réglé. Ça s'améliore. On attend quand même que ce soit fait. D'ici décembre, c'est bon. Voilà, donc le leadership est important parce qu'il faut avoir réglé, c'est l'une des priorités. Je vais à un niveau continental aussi. Au niveau de la BAD, vous avez vu que la question aussi de l'électricité, l'énergie, la fourniture systématique de l'énergie, est l'une des priorités du président Adesina pour essayer de faire en sorte que l'Afrique également puisse véritablement disposer. Sans l'énergie,
sans l'énergie, sans l'électricité, en aucune façon, nous pouvons produire de la richesse et tout de suite nous libérer vraiment de façon immédiate de tous les enjeux que nous avons. Sinon, la question de la taxation, je pense qu'à ce niveau déjà, ça peut être une source. Mais je dirais que pour ce qui nous concerne l'Afrique aujourd'hui, c'est de regarder les problèmes de façon holistique. Il y a la question, on peut déjà régler le problème, par exemple, de l'électricité au niveau du barrage de Inca, qui peut nourrir toute l'Afrique en termes d'énergie. Et avec l'énergie, je pense que tout de suite, il y a la création de richesses qui, au niveau des jeunes, les jeunes n'attendent que... Ça booste la croissance. Voilà, les jeunes n'attendent que l'État, les leaders mettent en place un environnement pour leur permettre, en tout cas, je dirais, de se libérer, de libérer leurs forces, leur créativité et faire en sorte que nous créons de la richesse. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a des problèmes fondamentaux de base. L'électricité est un exemple, mais je pense que ce n'est pas vraiment les ressources fiscales seulement, mais c'est vraiment aujourd'hui libérer, parce que nos jeunes représentent pratiquement, je dirais, un potentiel énorme de créativité, de création de nouveaux produits. Et nous avons, comme Boton disait tout à l'heure, quel est le rôle de chacun? Nous avons nos femmes, elles n'attendent que d'être libérées dans cet agenda 2063, en ayant plus d'accès de droits, par exemple, à la terre. Les jeunes aussi attendent la même chose. Donc, c'est d'abord, un premier temps, le travail des leaders de mettre en place un environnement attractif, d'abord pour les investisseurs étrangers, un environnement aussi de travail, et aussi des institutions qui facilitent, et non pas des institutions qui sont extractives. Beaucoup d'attentes. Vous avez mis le doigt tout à l'heure sur l'électricité. Vous avez parlé du barrage de Inga, en République démocratique du Congo, qui aurait pu fournir l'électricité à tout le continent. Mais ça fait très longtemps qu'on a identifié quand même cela. Et pourtant peut-être qu'on est au stade encore des études. J'espère qu'avec l'agenda 2063, on va pouvoir connaître une évolution énorme dans ce domaine-là, chers téléspectateurs, chers invités. Et nous allons marquer encore une seconde pause, le temps de nous réarmer davantage pour affronter les propositions que fait l'Union africaine afin de pouvoir financer cette union continentale. Chers téléspectateurs, ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants.